Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo était au cœur de la visite du président suisse Alain Berset, reçu ce jeudi par son homologue congolais Félix Tshisekedi. Le président Tshisekedi exclut tout dialogue avec les rebelles du M23. L'ONU appelle les autorités maliennes au respect de l'accord d'Alger. Signé en 2015, les clauses de cet accord peinent toujours à être implémentées. Le secrétaire général des Nations Unies pense pourtant qu'il pourrait contribuer à stabiliser la situation sécuritaire dans le pays. Situation qui, selon Antonio Guterres, ne cesse de se détériorer, notamment dans le centre du Mali. Et puis les Super Falcons du Nigeria poursuivent leur préparation en vue du mondial féminin prévu en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août prochain. En match amical, elles ont battu leurs adversaires de la Nouvelle-Zélande sur un score de 3-0. Mais tout d'abord, après plusieurs jours de troubles consécutifs à la décision du gouvernement fédéral éthiopien de dissoudre des unités militaires régionales spéciales dont se sont dotés certains États parmi les 11 fédérés, le calme est revenu ce jeudi 13 avril dans les principales villes de la région éthiopienne de l'Amhara, selon les témoignages d'habitants. Depuis une semaine, 5 villes de la région, à savoir Gondar, Dessi, Debre Beran, Woldia et Kom Bolcha, ont particulièrement été secoués par des manifestations, des blocages de routes et parfois des affrontements. Certains opposants militaires fédéraux et membres des forces spéciales Amhara ou des milices locales d'autodéfense Fano. Les 5 villes semblent aujourd'hui avoir été placées sous autorité militaire puisqu'elles sont désormais soumises à des restrictions de circulation nocturne édictées par des postes de commandement locaux. Les nationalistes Amhara qui s'opposent à cette mesure accusent le gouvernement de désarmer les seules forces spéciales Amhara dans le but d'affaiblir la région que des conflits territoriaux opposent à celles voisines du Tigré et de l'Oromia. Le président Félix Tshisekedi n'a pas l'intention de négocier avec les rebelles du M23. Il s'est montré catégorique à ce sujet lors de sa conférence de presse ce jeudi au Palais de la Nation à Kinshasa. Le président congolais recevait alors son homologue suisse Alain Berset en visite en République démocratique du Congo. En plus du renforcement des relations de coopération entre les deux États, les échanges entre les deux leaders ont évidemment tourné autour de la question du contexte sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président suisse prévoit notamment de s'y rendre pour un état des lieux de la situation humanitaire. La Suisse entend porter auprès du Conseil de sécurité de l'ONU la question de la protection des populations civiles de la région du Nord Kivu, victimes de cette crise. Si le président Tshisekedi maintient son positionnement, la rébellion du M23 sera logiquement exclue des prochains pourparlers prévus au mois de mai à Nairobi, au Kenya, entre le gouvernement congolais et les groupes rebelles. Écoutons à ce propos le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. J'aimerais faire une précision et le marteler comme il le faut. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. C'est au moyen de ce genre de dialogue qu'il profite de la situation pour nous infiltrer des éléments qui plus tard vont créer des revendications fallacieuses et justifier donc leur agression de la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas le faire parce que nous avons retenu les leçons du passé d'une part, mais parce qu'aujourd'hui aussi il y a une nouvelle donne. L'Assemblée nationale, le Parlement en général, a pris une position claire et ferme là-dessus. Atmosphère politico-sécuritaire tendue au Soudan.
où les dirigeants des différentes factions armées du pays ont annoncé ce jeudi 13 avril une initiative visant à apaiser les tensions entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide afin de désamorcer la crise sécuritaire. Cet appel intervient sur fond de conflit entre l'armée nationale et les forces de soutien rapide. L'armée, dirigée par le chef du Conseil souverain de transition, le général Abdel Fattah al-Burhan, a accusé jeudi les forces de soutien rapide de s'être déployées et d'avoir pris position dans la capitale Khartoum et dans un certain nombre de villes sans avoir reçu d'autorisation de la part du commandement de l'armée. Les forces de soutien rapide sont une force paramilitaire dirigée par le vice-président du Conseil souverain de transition, le général Mohamed Hamdan Dagalo. Dans une déclaration conjointe, le chef de l'armée de libération du Soudan, Mini Arko Minawi, le chef du mouvement pour la justice et l'égalité, Djibril Ibrahim, et le chef du mouvement populaire de libération du Soudan du Nord, Malik Agar, appellent les parties belligérantes à faire preuve de patriotisme et à œuvrer à une réconciliation globale. En raison de ces dissensions au sommet de la transition au Soudan, les parties au processus politique ont reporté de manière indéfinie la signature d'un accord final, initialement prévu le 6 avril dernier, entre civils et militaires, et qui était censé relancer la transition démocratique au Soudan et permettre de revenir au statu quo d'avant le putsch d'octobre 2021. La situation sécuritaire est également tendue au Mali, sujet qui était au cœur d'une nouvelle réunion ce mercredi 12 avril au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors que dans son rapport, le secrétaire général appelle le gouvernement malien de transition au respect de l'accord d'Alger qui serait selon lui dans l'impasse, Antonio Guterres y dénonce également une situation sécuritaire et humanitaire qui ne cesse de se détériorer, notamment dans les régions du centre et de Ménaka, qui demeurent des zones à risque en raison des violences terroristes. De leur côté, les autorités maliennes indiquent prendre acte des observations de l'ONU, mais les modèrent dans le même temps en affirmant noter des avancées sur le plan sécuritaire. Écoutons à ce sujet Issa Konfouro, représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies. Nous prenons bonne note des récentes propositions de la médiation pour la relance du processus de paix et réitérons notre disponibilité à travailler avec elle pour restaurer la paix et la stabilité dans mon pays. Monsieur le Président, au plan sécuritaire, les forces armées et de sécurité du Mali poursuivent leur offensive contre les organisations terroristes et des résultats très encourageants ont été obtenus. Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés, leurs sanctuaires détruits et de grandes quantités de matériel de guerre saisis ou détruits. Le gouvernement s'attelle, dans le cadre d'un processus transparent et inclusif, à la mise en œuvre des réformes politiques, institutionnelles et électorales nécessaires à la refondation de l'État du Mali. Également dans l'actualité, le Kenya fait actuellement face à une crise des liquidités. Celle-ci a notamment engendré des retards dans les règlements des salaires des employés. Des milliers de fonctionnaires kenyans sont concernés, une situation qui les plonge davantage dans la précarité. À bout, les employés du secteur public, toujours en attente de leur salaire, menacent de faire grève. Le point sur la situation avec Marine Tolo. Alors que des milliers d'employés kenyans subissent des retards sans précédent dans le paiement de leur salaire, le président kenyan William Ruto a le 11 avril 2023 annoncé la fin du dit calvaire. Selon ses déclarations, il ne sera plus question pour le pays d'accuser des retards de paiement des fonctionnaires du pays. Par ailleurs, le président a indiqué que les salaires seront dorénavant payés avec les ressources financières en provenance du pays. Toutefois, le président Ruto a signalé que le déficit fiscal du pays est désormais estimé à 5,7%, tandis qu'il prévoit le faire passer à 5% en 2024 et à 4,4% en 2025. I know we had an issue of delayed salaries. Je sais que nous avons un problème de retard de salaire, ce qui d'ailleurs, comme quelqu'un l'a dit, est une première pour le pays. Mais également, c'est aussi la première fois
que nous avons des dettes d'une telle importance. Je veux rassurer le pays que cela a été géré et est désormais derrière nous. That is managed. We have turned the corner. Le gouvernement kényan a en effet reconnu une grave crise des liquidités qui a entraîné des retards dans les règlements des salaires des employés. Lors d'une conférence de presse tenue le lundi 10 avril, le vice-président du Kenya, Rigathi Gachagua, a déclaré que le gouvernement avait été mis en difficulté par des prêts impayés qui sont depuis arrivés en échéance. Les milliers de travailleurs lésés par cette situation avaient par ailleurs menacé de faire grève s'ils ne reçoivent pas leur salaire, selon des sources officielles. I instructed the Treasury to look at all the taxes to have. J'ai ordonné à la Trésorerie nationale de regarder toutes les taxes de sorte à pouvoir les revoir. Il y a certaines taxes qui vont être réduites dans le pays, car certaines taxes sont punitives et encouragent l'accumulation des prêts. Ceci nous permettra de pouvoir permettre aux citoyens, coopératives et toutes les personnes qui travaillent avec nous de pouvoir s'en sortir. And all the people that work with us to comply with taxes. Le président kényan William Ruto a annoncé qu'il ne serait plus question pour le pays d'accumuler des prêts, mais d'introduire des mécanismes qui permettront au pays de vivre de ses ressources internes. La fin d'un régime d'exception en Côte d'Ivoire. Le Conseil national de sécurité a levé ce mercredi 12 avril l'état d'urgence sanitaire. Pour acter cette décision, le gouvernement s'est appuyé sur les résultats plus positifs liés à l'évolution de la pandémie de Covid-19. Les détails avec Zahra Mohamed Moutiou. La Côte d'Ivoire annonce la fin de l'état d'urgence sanitaire. Décision actée ce mercredi 12 avril. Au terme d'une réunion en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Cette levée de l'état d'urgence sanitaire fait suite à l'amélioration de la situation épidémiologique. Les dispositions permises dans le cadre de l'état d'urgence et du régime de sortie de crise instauré pour lutter contre le Covid-19 prennent fin. Ce dispositif avait été instauré depuis 2020 en raison de la pandémie. Une pandémie désormais sous contrôle, soutient le Conseil national de sécurité. À la date du 10 avril 2023, notre pays n'enregistre que 6 cas actifs et aucune hospitalisation durant ces 2 dernières semaines. Par ailleurs, le taux de guérison est à plus de 99% et seulement un décès a été notifié depuis la réunion du Conseil national de sécurité du 12 janvier 2023. De plus, dans le Grand Abidjan, épicentre de la maladie avec 95% des cas, 52% de la population cible a été vaccinée. Cette levée va notamment concerner le dispositif de contrôle au niveau de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les mesures vont être largement allégées. Le ministère de la Santé est chargé de faire appliquer l'ensemble des décisions prises d'ici le 30 juin 2023. Il a par ailleurs instruit les ministres en charge de la Défense, de la Sécurité et de la Santé à l'effet d'informer et sensibiliser largement les forces de défense et de sécurité, ainsi que le personnel de santé sur les décisions du Conseil national de sécurité. Le président de la République réitère ses félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre en charge de la Santé et à tous les acteurs engagés dans la lutte contre cette pandémie. La Côte d'Ivoire a connu son premier cas de Covid-19 le 11 mars 2020, au plus fort de la crise. Selon le bilan officiel, le virus a depuis fait 824 morts. Malgré la levée de l'état d'urgence, le service des maladies infectieuses et tropicales de Treichville ainsi que le centre hospitalier universitaire de Bouaké restent en alerte.
Actualité sportive pour terminer avec un résumé du match amical qui a opposé l'équipe féminine du Nigeria à celle de la Nouvelle-Zélande ce mardi 11 avril à Antalya en Turquie. Victoire des Super Falcons sur un score de 3-0. De quoi rassurer l'équipe nigériane à quelques mois du mondial féminin de football prévu en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août prochain. Pour les autres équipes africaines en lice, en revanche, les rencontres amicales se sont révélées peu concluantes. Séverin Touque. Sur les 4 sorties amicales des sélections africaines qualifiées pour le Pro Mondial féminin de football 2023, seul le Nigeria a réussi à renverser son adversaire le 11 avril 2023. Engagés face au pays organisateur, la Nouvelle-Zélande, les Super Falcons l'ont emporté 3-0. Une victoire facile obtenue grâce au but d'Ebi à la 34e, suivi de ceux de Eshengini à la 49e et de Oparanosier dans le temps additionnel. Regain de confiance après 7 défaites consécutives et une piètre 4e place à la dernière CAN féminine. Nous avons marqué 3 buts et obtenu un sans faute. Mais il y a encore beaucoup de choses que nous devons améliorer pour progresser. Et je pense que nous y parviendrons. Comme je l'ai dit, cela fait 2 sorties que nous construisons de mieux en mieux. C'est ce dont nous avons besoin avant d'aller à la Coupe du Monde. Dans les autres rencontres des matchs amicaux, l'Afrique du Sud a trébuché face à la Serbie 3-2, alors que c'était la douche froide pour la Zambie, foudroyée par les Sud-Coréennes 5-0. Les Lions de l'Atlas, quant à elles, s'inclinent sur le plus petit des scores face à la Roumanie 1-0. Un résultat inquiétant pour cette sélection, dont ce sera la première participation au Mondial de football, après l'échec quelques jours plus tôt face à la République tchèque 2-0. La préparation va déjà les permettre de mieux travailler, d'être en jambes, mais c'est pas demain que l'Afrique ira remporter la Coupe du Monde féminine. C'est déjà en étant conscient du niveau qui sépare les équipes africaines des autres confédérations qu'on peut travailler à combler ces lacunes. Et c'est en travaillant davantage qu'on pourra, dans les autres éditions, faire bonne figure et pourquoi pas prétendre un jour remporter cette compétition. Et bon, voilà, on va croiser les bras et scruter avec beaucoup d'attention les performances de ces nations-là. La Coupe du Monde féminine de football 2023, qui sera à sa 9e édition, va se dérouler en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023. Le Nigeria évoluera dans le groupe B, la Zambie dans le groupe C, l'Afrique du Sud dans le groupe G et le Maroc dans le groupe H. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.